Chapitre 14. Il faisait complètement noir. Je ne sentais que les ténèbres et rien d'autre. Ma tête s'est soulevée pour les explorer, comme celle d'un ver. Quelqu'un gémissait. Un poids écrasant m'a brutalement frappé la joue comme un mur de pierre et le gémissement a cessé. Le silence est revenu, polissant sa surface comme une eau noire qui se referme après la chute d'un caillou. Un vent froid m'assaillait. On me transportait à une vitesse fantastique dans un tunnel plongeant vers le centre de la Terre. Le vent est tombé. Il y avait comme un grondement, celui de voix nombreuses qui se disputaient, protestaient, quelque part, loin. Les voix aussi se sont tues. Des cisailles se sont refermées au-dessus d'un de mes yeux. Une fente de lumière s'est dessinée comme une bouche ou les lèvres d'une plaie. Mais tout d'un coup l'obscurité s'est renfermée sur moi. J'essayais de tourner le dos à la source de lumière, mais des mains s'étaient emparées de moi comme les bandages d'une momie et je ne pouvais plus bouger. Je commençais à croire que j'étais dans une pièce souterraine, éclairée par des milliers de bougies aveuglantes et que cette pièce était remplie de gens qui, sans que je sache pourquoi, me maintenaient couché. Les cisailles ont mordu à nouveau et la lumière s'est insinuée dans ma tête. Dans l'obscurité épaisse et chaude comme de la fourrure, une voix a crié. « Maman !» L'air bruissait et jouait avec mon visage. Je percevais l'apparence de la chambre autour de moi, une grande pièce aux fenêtres ouvertes. Un oreiller s'écrasait sous ma tête et mon corps flottait comme vidé de son poids entre des draps fins. Je sentais la chaleur comme une main sur mon visage. Je devais être allongé au soleil. Si j'ouvrais les yeux, je verrais peut-être des couleurs et des formes se pencher au-dessus de moi, comme des infirmières. J'ai ouvert les yeux. L'obscurité était totale. Quelqu'un respirait près de moi. Je ne vois rien. Une voix enjouée parlait dans les ténèbres. Il y a beaucoup d'aveugles dans le monde, un jour. Tu épouseras un bel aveugle. L'homme aux cisailles était revenu. Pourquoi vous donnez-vous tant de mal ? Ai-je dit. Cela ne sert à rien. Il ne faut pas parler comme ça. Ses doigts tâtaient la grosse bosse douloureuse au-dessus de mon œil gauche. Il a desserré quelque chose et un vague rayon de lumière est apparu, comme un trou dans un mur. Un visage d'homme me regardait penché au bord du trou. Pouvez-vous me voir ? Oui. Pouvez-vous voir d'autres choses ? Alors, je me suis souvenu. Je ne peux rien voir. Je suis aveugle. Le trou a diminué et l'obscurité est revenue. Quelle idiotie. Qui vous a dit ça ? L'infirmière. L'homme a reniflé. Il a rajusté le pansement sur mon œil. Vous êtes une jeune fille qui a beaucoup de veines. Votre vue est absolument intacte. Une visite pour vous. L'infirmière souriait puis a disparu. Souriante, ma mère est entrée puis s'est avancée vers mon lit. Elle portait une robe violette avec des roues de fiacre. Elle avait une mine épouvantable. Un grand garçon la suivait. D'abord j'ai eu du mal à le reconnaître parce que mon œil ne s'ouvrait qu'à peine. Mais après, j'ai reconnu mon frère. Ils m'ont dit que tu voulais me voir. Ma mère s'est assise sur le bord du lit, la main posée sur ma jambe. Elle débordait d'amour et de reproches. Je voulais qu'elle s'en aille. Je ne crois pas avoir dit ça. Ils m'ont dit que tu m'avais appelé. Elle était au bord des larmes. Son visage se ridait et tremblotait comme de la gelée.
Comment te sens-tu ? M'a demandé mon frère. J'ai regardé ma mère dans les yeux. Pareil. Une visite pour vous. Je ne veux pas de visite. L'infirmière s'est dépêchée de sortir et elle a chuchoté quelque chose à quelqu'un dans le couloir. Elle est revenue. Il tient beaucoup à vous voir. J'ai baissé les yeux sur mes jambes jaunes qui dépassaient du pyjama inconnu de soie jaune qu'on m'avait enfilé. Quand je bougeais, ma peau remuait mollement, comme s'il n'y avait aucun muscle dessous. Elle était recouverte de poils noirs, courts et drus. Qui est-ce ? Quelqu'un que vous connaissez. Son nom ? George Bakewell. Je ne connais pas de George Bakewell. Il affirme vous connaître. L'infirmière est ressortie. Un garçon que je connaissais est entré et m'a demandé. Ça ne vous ennuie pas que je m'assoie au bord du lit ? Il portait une blouse blanche et je voyais un stéthoscope dépasser de sa poche. J'ai pensé que ce devait être quelqu'un que je connaissais qui s'était déguisé en docteur. J'avais l'intention de cacher mes jambes si quelqu'un entrait, mais maintenant c'était trop tard. Je les ai donc laissées dehors, dégoûtantes et moches. C'est moi, pensai-je. Je suis comme ça. Tu te souviens de moi, Esther, n'est-ce pas ? J'examinais son visage à travers la fente de mon œil valide. L'autre n'était pas encore ouvert, mais l'oculiste affirmait que dans quelques jours il serait parfait. Ce garçon m'observait comme si j'étais une nouvelle acquisition du zoo. Il était au bord de la crise de fou rire. Tu te souviens de moi, Esther ? Il me parlait lentement, comme on parle à un enfant retardé. Je m'appelle George Bakewell. Je vais à la même église que toi. Tu es sorti une fois avec mon camarade de chambre à Amherst. À ce moment-là, j'ai reconnu ce type. Il était enfoui quelque part aux confins de ma mémoire, le genre de visage à propos duquel je ne me casserai jamais la tête pour mettre un nom dessus. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis interne dans cet hôpital. Comment ce George Bakewell s'était-il débrouillé pour être déjà médecin ? Me suis-je demandé. Il ne me connaissait pas vraiment d'ailleurs. Il voulait seulement voir à quoi ressemblait une fille assez folle pour se suicider. J'ai tourné la tête vers le mur. Fichez le camp. Fichez le camp tout de suite. Ne revenez jamais. Je veux me regarder dans une glace. L'infirmière chantonnait en s'affairant. Elle ouvrait tous les tiroirs, rangeait les nouveaux sous-vêtements, chemisiers, jupes et pyjamas que ma mère m'avait achetés et apportés dans une valise noire en cuir verni. Pourquoi n'ai-je pas le droit d'avoir une glace ? On m'avait habillé dans une sorte de linceul à rayures grises et blanches, comme de la toile à matelas, avec une grosse ceinture rouge, brillante, et il m'avait trimballé dans un fauteuil. Pourquoi ? Parce que ça vaut mieux. L'infirmière a refermé le couvercle de la valise avec un petit claquement. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas très jolie. Oh, laissez-moi voir. Elle a soupiré en ouvrant le tiroir de la coiffeuse. Elle a sorti une grande glace dans un cadre du même bois que la coiffeuse et elle me l'a tendue. D'abord, je n'ai pas compris où elle voulait en venir. Ce n'était pas une glace, c'était un tableau. On aurait su dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, parce que le crâne était rasé et couvert d'un minuscule duvet de boussin. Une moitié du visage était violette et faisait saillie de façon difforme, tirant vers le vert sur les bords, puis vers le jaune brouillé. La bouche était marron clair, avec de chaque côté une blessure peinte en rose. La chose la plus étonnante dans ce tableau était cet assemblage fantastique de couleurs vives. J'ai souri.
La bouche dans la glace s'est fendue dans une sorte de grimace. 1 minute après le bruit, une autre infirmière s'est précipitée dans la pièce. Elle a jeté un coup d'œil sur le miroir brisé, puis sur moi, debout au milieu des morceaux de verre, et elle a fait sortir la jeune infirmière. « Qu'est-ce que je vous avais dit ? Mais je... Qu'est-ce que je vous avais dit ?» J'écoutais sans grand intérêt. Tout le monde pouvait briser un miroir. Je ne voyais pas pourquoi elles en faisaient tout un plat. L'autre infirmière, la vieille, est revenue dans la chambre. Elle me toisait sévèrement, les bras croisés. 7 ans de malheur. Quoi ? J'ai dit... L'infirmière élevait la voix, comme si j'étais sourde. 7 ans de malheur. La jeune infirmière est revenue avec un balai et une pelle et elle s'est mise à ramasser les éclats scintillants. Ce n'est que de la superstition, ai-je répondu. Hein ? La seconde infirmière s'adressait à celle qui était à 4 pattes, comme si je n'étais pas là. Là où tu sais, ils sauront s'occuper d'elle. Par la vitre arrière de l'ambulance, je voyais disparaître toutes les rues familières dans un entonnoir de verdure. Ma mère était assise d'un côté et mon frère de l'autre. J'avais fait semblant de ne pas savoir pourquoi on me transportait de l'hôpital local à celui de la ville, pour savoir ce qu'ils allaient me dire. Ils veulent que tu sois sous surveillance spéciale. Dans notre petit hôpital, ils n'ont pas ce genre de service, disait ma mère. J'aimais bien comme c'était. La bouche de ma mère s'est pincée. Alors, il aurait fallu mieux te conduire. Quoi ? Si tu n'avais pas cassé ce miroir, peut-être t'aurait-il gardé. Mais bien entendu, je savais que le miroir n'avait rien à voir là-dedans. J'étais assise dans mon lit, les couvertures tirées jusqu'au menton. Pourquoi n'ai-je pas le droit de me lever ? Les visites de contrôle, vous pourrez vous lever après la visite de contrôle. L'infirmière tirait les rideaux du lit voisin et une grosse jeune femme italienne est apparue. L'italienne avait une masse de boucles noires qui partaient de son front pour monter très haut à la Pompadour et redescendre ensuite le long de son dos. Chaque fois qu'elle bougeait, l'énorme masse de cheveux suivait le mouvement, comme si elle était découpée dans du carton noir. La femme m'a regardé et elle s'est bêtement mise à rire. « Que faites-vous ici ?» Elle n'a pas attendu ma réponse. « Moi, je suis ici à cause de ma belle-mère qui est canadienne-française. » De nouveau, elle riait stupidement. « Mon mari sait que je ne peux pas la souffrir, mais malgré ça, il a déclaré qu'elle viendrait nous voir. Quand elle est venue, ça a été plus fort que moi. Ma langue a jailli de ma bouche et je ne pouvais plus m'arrêter. Ils m'ont emmené au service des urgences et après, ils m'ont mise ici. » Elle a baissé la voix. « Avec les dingues. Et vous, pourquoi vous êtes ici ? Et vous, pourquoi vous êtes là ?» Je l'ai regardé bien en face, avec ma bosse violette et mon œil vert. Moi, j'ai essayé de me tuer. La femme m'a observé et brusquement elle a attrapé un roman photo sur sa table de chevet et elle a fait semblant de lire. La porte battante en face de mon lit s'est brusquement ouverte et tout un groupe de jeunes gens et de jeunes filles en blouse blanche a pénétré dans la chambre, accompagné d'un homme plus âgé aux cheveux gris. Ils se sont regroupés autour de mon lit. « Et comment se sent-on ce matin, mademoiselle Greenwood ?» J'essayais de repérer celui d'entre eux qui avait parlé. J'ai horreur de parler à un groupe. Quand je dois parler à un groupe, j'essaie toujours d'isoler une personne et de lui parler à elle. Mais pendant que je parle, je sens que les autres m'observent et me prennent en traître. J'ai également horreur des gens qui vous demandent plein d'entrain comment vous vous sentez et qui s'attendent à ce que vous leur répondiez « très bien », alors qu'ils savent pertinemment que vous êtes à l'agonie. Je me sens miteuse.
Miteuse. A dit un garçon, et il a baissé la tête pour cacher un petit ricanement. Quelqu'un d'autre a écrit quelque chose sur un bloc. Un autre a repris un visage impassible et m'a demandé « Pourquoi ?» J'étais sûr que certains garçons ou certaines filles du groupe pourraient bien être des camarades de Buddy Willard. Ils apprendraient que je le connaissais. Ils seraient avides de me voir, et après ils parleraient de moi entre eux. Je voulais être dans un endroit où personne de ma connaissance ne puisse m'approcher. Je ne peux pas dormir. Ils m'ont interrompu. Mais l'infirmière nous dit que vous avez dormi la nuit dernière. J'ai regardé le cercle de jeunes visages étrangers. Je ne peux pas lire. J'ai élevé la voix. Je ne peux pas manger. Je me suis brusquement souvenu que depuis que j'étais ici, je mangeais comme un ogre. Ils me tournaient maintenant le dos et se parlaient à voix basse. Finalement, l'homme aux cheveux gris s'est détaché du groupe. « Merci, mademoiselle Greenwood. L'un de nous va se charger de vous. » Puis le groupe est passé au lit de l'italienne. « Et comment se sent-on ce matin, madame ? Et comment se sent-on ce matin, madame ?» a demandé quelqu'un, et il a prononcé un nom long et plein de L, comme Madame Tomolillo. Madame Tomolillo gloussait. « Je me sens bien, docteur. Ah oui, je me sens très bien. » Mais elle a baissé la voix et elle a murmuré quelque chose que je n'ai pu entendre. Une ou deux personnes du groupe m'ont jeté des coups d'œil, et quelqu'un a dit « C'est entendu, Madame Tomolillo. » Et il est beau. Et il s'est reculé pour tirer le rideau qui séparait nos deux lits, comme un mur de briques blanches. J'étais assise sur un banc de bois sur la pelouse, entourée des 4 murs de briques de l'hôpital. Ma mère, dans sa robe violette, avec les roues de fiacre, était assise à l'autre bout du banc. Elle se tenait la tête entre les mains, l'index sur la joue et le pouce sous le menton. Madame Tomolillo était assise avec d'autres Italiens hilares aux cheveux noirs sur le banc voisin. Chaque fois que ma mère bougeait, Madame Tomolillo l'imitait. Maintenant, elle était assise l'index sur la joue et le pouce sous le menton, la tête penchée sur le côté avec un air songeur. « Ne bouge pas !» ai-je dit à ma mère à voix basse. « Cette femme t'imite. » Ma mère s'est retournée pour voir, mais rapide comme l'éclair, Madame Tomolillo a laissé tomber ses grosses mains blanches dans son giron et elle s'est mise à parler à ses amis avec animation. « Mais non, elle ne fait rien, » a dit ma mère. « Elle ne nous regarde même pas. » Mais au moment même où ma mère s'est retournée vers moi, Madame Tomolillo joignait le bout des doigts comme ma mère venait de le faire. Elle m'a jeté un méchant regard moqueur. La pelouse était blanche de docteur. Pendant tout le temps où ma mère et moi étions assises là, dans l'étroit cône de soleil que laissaient pénétrer les murs de briques, les docteurs n'avaient cessé de venir vers moi pour se présenter. « Je suis le docteur Untel. Je suis le docteur Untel. » Il y en avait de si jeunes que je savais bien qu'ils n'étaient pas vraiment docteurs. D'ailleurs, l'un d'eux avait un nom qui sonnait exactement comme docteur Syphilis. Je me suis donc mise à faire attention, guettant les noms louches et les faux noms. Bien entendu, un type brun qui ressemblait au docteur Gordon, sauf qu'il avait la peau sombre alors que celle du docteur Gordon était blanche, s'est approché et m'a annoncé « Je suis le docteur Pancréas » et il m'a serré la main. Après s'être présenté, les docteurs se sont dispersés tout en restant assez près pour écouter. Comme je ne pouvais tout de même pas dire à haute voix à ma mère qu'il notait tout ce que nous disions, en ce cas il l'aurait su. Je lui ai donc chuchoté dans le creux de l'oreille. Elle s'est vivement écartée. « Oh, Esther, je voudrais tant que tu coopères.
Ils disent que tu ne les aides pas et que tu refuses de faire quoi que ce soit en thérapie rééducative. Faut que je sorte d'ici, lui ai-je dit avec le plus grand sérieux. Après, j'irai mieux. C'est toi qui m'as collé ici. À toi de m'en sortir. Je pensais que si j'arrivais seulement à persuader ma mère de me sortir de là, je pourrais ensuite jouer sur ses faiblesses, comme le garçon au cerveau ramollissant dans la pièce de théâtre, et je saurais la forcer à faire ce qu'il y avait de mieux à faire. À ma grande surprise, ma mère a déclaré: D'accord, je vais essayer de te faire sortir d'ici, même si ce n'est que pour t'envoyer dans un meilleur endroit. Et si j'essaie de te faire sortir, elle a posé la main sur mon genou. Promets-moi d'être raisonnable. Je me suis tourné d'un seul bloc et j'ai regardé dans le blanc des yeux le docteur Syphilis qui prenait des notes sur un minuscule bloc à hauteur de mon épaule. Je te le promets, ai-je déclaré à haute et intelligible voix. Le nègre poussait le chariot de nourriture dans la salle à manger des malades. Le département psychiatrique de l'hôpital était tout petit, seulement 2 couloirs en L, bordés de chambres, d'une alcôve où je me trouvais avec d'autres lits, et un petit renfoncement dans le coin du L, avec une table et quelques chaises qui étaient à la fois notre salon et notre salle à manger. D'habitude, c'était un vieil homme blanc qui nous servait le dîner, mais ce jour-là, c'était un nègre. Il était accompagné d'une femme portant des chaussures bleues à talons aiguilles, et Il était accompagné d'une femme portant des chaussures bleues à talons aiguilles, et elle lui indiquait ce qu'il fallait faire. Le nègre souriait stupidement et riait sous cape sans arrêt. Il a apporté à notre table un plateau chargé de 3 soupières avec des couvercles en fer blanc, et il a commencé par les déposer très brutalement. La femme a quitté la pièce en verrouillant la porte derrière elle. Pendant tout le temps où il plaquait les soupières, les couverts émoussés et les épaisses assiettes de porcelaine blanche, il n'avait cessé de nous dévisager en roulant des yeux. On devinait aisément que nous étions ses premiers dingues. Personne à table n'a fait un geste pour enlever les couvercles des soupières. L'infirmière était derrière nous pour voir si l'une d'entre nous les soulèverait avant qu'elle s'approche pour le faire elle-même. D'habitude, Madame Tomolillo enlevait les couvercles et ingurgitait le repas de tout le monde, comme une vraie petite mère. Mais il l'avait renvoyée chez elle et personne ne semblait vouloir prendre sa place. Comme je mourais de faim, j'ai soulevé le couvercle de la première soupière. « C'est très gentil de votre part, Esther », a doucement déclaré l'infirmière. « Voudriez-vous vous servir de haricots puis les passer aux autres ?» Je me suis servi une assiette de mange-tout et je me suis tourné pour passer la soupière à ma voisine, une rousse imposante. C'était la première fois qu'elle avait reçu l'autorisation de venir à table. Je l'avais déjà vue une fois, tout au bout du couloir, debout devant la porte ouverte d'une chambre avec des fenêtres garnies de barreaux dans les renfoncements. Elle hurlait et riait de façon vulgaire. Elle faisait claquer ses cuisses chaque fois que passait un docteur. L'infirmier en blouse blanche qui était chargé des gens au bout de ce couloir était affalé contre le radiateur, plié en deux, malade de rire. La rousse m'a arraché la soupière des mains et a déversé le contenu dans son assiette. Les haricots ont formé une montagne devant elle, puis le reste est tombé dans ses jupes ou par terre comme de la paille verte. « Oh, Madame Maule !» s'est écriée l'infirmière d'une voix triste. « Je crois qu'il vaut mieux qu'aujourd'hui vous preniez le repas dans votre chambre. » L'infirmière a reversé la plupart des haricots dans la soupière, puis l'a tendue à la voisine de Madame Maule. Ensuite, elle a emmené Madame Maule qui, tout le long du couloir, jusqu'à sa chambre, tournait sur elle-même en nous faisant des grimaces et en grognant comme une vulgaire truie.
Le nègre est revenu et il a commencé à ramasser les assiettes de celles qui n'avaient pas encore mangé de haricots. « On n'a pas fini, lui ai-je dit. Attendez une minute. Bah. Bah. Le nègre écarquillait les yeux en feignant l'étonnement. Il a jeté un coup d'œil derrière lui. L'infirmière n'était pas encore revenue de la chambre de madame Maule. Le nègre m'a fait une courbette insolente. « Mamselle Cauchy cochonne » a-t-il dit à voix basse. J'ai soulevé le couvercle de la seconde soupière et j'ai trouvé un tas de macaronis gelés, complètement collés par une sorte de glu. La troisième et dernière soupière était bourrée de haricots verts. Je savais pertinemment qu'on ne sert pas deux sortes de haricots au même repas. Haricots et carottes, haricots et petits pois, passe encore, mais jamais des haricots avec des haricots. Le nègre essayait simplement de voir jusqu'où il pourrait nous charrier. L'infirmière est revenue et le nègre s'est un peu écarté. J'ai mangé autant que possible mes haricots verts, je me suis levé de table. Je suis passé du côté où l'infirmière ne pouvait me voir au-dessus de la taille et je me suis glissé derrière le nègre qui débarrassait des assiettes sales. J'ai pris de l'élan et je lui ai donné de toutes mes forces un rapide coup de pied sur le mollet. Il a bondi en arrière en poussant un gémissement et il s'est mis à rouler des yeux. « Oh, mamselle, mamselle !» grognait-il en se frottant la jambe. « Vous auriez pas dû faire ça. Fallait pas, vraiment pas. Fallait pas. Voilà ce que ça te rapporte, mon vieux. » Et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Vous ne vous levez pas aujourd'hui ?»« Non. » Je me suis enfoncé plus profondément dans le lit et j'ai tiré le drap par-dessus ma tête. Puis j'ai soulevé un petit coin de drap et j'ai jeté un coup d'œil. L'infirmière secouait le thermomètre qu'elle venait de me retirer de la bouche. « Vous voyez, c'est normal. » Comme d'habitude, j'avais déjà regardé le thermomètre avant qu'elle ne vienne le ramasser. « Vous voyez bien qu'elle est normale. Pourquoi continuez-vous à la relever ?» Je voulais lui faire comprendre que si seulement mon corps pouvait tomber malade, j'en serais heureuse. Je préférais avoir n'importe quoi de travers dans mon corps que quoi que ce soit dans la tête. Mais cette idée me paraissait trop compromettante et trop obsédante pour que je la lui confie. Alors, j'ai préféré me taire. Je n'ai fait que plonger plus profondément dans mon lit. À travers le drap, j'ai senti une légère pression étrangère qui m'agaçait la jambe. J'ai jeté un coup d'œil. L'infirmière avait posé son plateau de thermomètre sur mon lit pendant qu'elle me tournait le dos et prenait le pouls de ma voisine qui remplaçait madame Tomolillo. Une méchanceté soudaine a commencé à couler dans mes veines, irritante et séduisante comme la sensation d'une dent qui se déchausse. J'ai bâillé et je me suis étiré. J'ai glissé le pied sous le plateau. « Oh !» Le cri de l'infirmière a retenti comme un appel au secours et une autre infirmière est entrée en courant. « Regardez ce que vous avez fait !» J'ai sorti la tête de sous les couvertures et j'ai regardé par-dessus le rebord du lit. Autour du plateau émaillé retourné, une toile de fragments de thermomètre scintillait et les billes de mercure tremblaient comme une rosée céleste. Je suis navré. C'est un accident. La seconde infirmière m'a regardé avec un air sinistre. Vous avez fait exprès. Je vous ai vu. Puis elle s'est précipitée dehors pour rentrer immédiatement avec deux infirmiers qui m'ont emporté, lit et tout, jusqu'à la chambre de madame Maule. Mais avant, j'avais eu le temps de rafler une bille de mercure. Quelques instants après qu'il m'ait enfermé, j'ai vu le visage du nègre, une lune couleur de mélasse qui se hissait sous les barreaux de ma fenêtre. Mais j'ai fait semblant de ne pas le voir.
J'ai écarté un tout petit peu les doigts, comme un gosse cachant un secret, et j'ai souri au globe d'argent qui épousait le creux de ma main. Si je le laissais tomber, il se briserait en millions de petites répliques de lui-même, et si je les rapprochais, elles fusionneraient à nouveau sans une faille pour reformer une seule bille. J'ai longuement souri à la petite bille d'argent. Je n'arrivais pas à imaginer ce qu'ils avaient bien pu faire de Madame Maule.